Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla, tous les 7, et leur dit: « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants, faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires, c'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman, » répondirent les chevreaux, « nous ferons attention, tu peux t'en aller sans crainte. » La vieille chèvre bêla de 7 sfexons et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant: « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas, » crièrent-ils. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable. Et ta voix est rauque. Tu es un loup. » Le loup partit chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. Il mangea la craie et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau: « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent: « Nous ne t'ouvrirons pas, notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loulou. » Et le loup courut chez le boulanger et dit: « Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte. » Le boulanger lui enduisit la pâte, et le loup courut encore chez le meunier: « Verse de la farine blanche sur ma pâte. » Commanda-t-il. Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il fit des manières. Mais le loup dit: « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier eut peur et blanchit sa pâte. Et oui, les gens sont ainsi. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria: « Ouvrez la porte, mes chers petits, maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. » « Montre-nous ta patte d'abord, » crièrent les chevreaux, « que nous sachions si tu es vraiment notre maman. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le pré vert et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt,
Ah, quel triste spectacle attendait à la maison! La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés. Le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. Je suis là, maman, dans la pendule. Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. Mon Dieu, pensa-t-elle, et si mes pauvres petits que le loup a mangé au dîner étaient encore en vie, le chevreau dut repartir à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les 6 chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur, les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre dit: allez, les enfants, apportez des pierres, aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête, tant qu'elle est encore couchée et endormie. Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla, enfin il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif, il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient, il appelait là: cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne. J'ai avalé 7 chevreaux, n'était-ce rien qu'une illusion, et de lourdes grosses pierres les remplacèrent. Il alla jusqu'au puits, se pencha but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier: le loup est mort, c'en est fini de lui. Et ils se mirent à danser autour du puits. Et la vieille chèvre dansa avec eux. Il était une fois dans la belle ville de Paris, une immense et magnifique cathédrale qui s'appelait Notre-Dame. Ses tours majestueuses montaient si haut qu'elles touchaient presque les nuages. Avec ses vitraux colorés qui brillaient au soleil et ses sculptures de pierre, c'était le plus beau monument de tout Paris. Dans cette cathédrale vivait un jeune homme, très spécial nommé Quasimodo. Quasimodo était différent des autres. Il avait le dos un peu courbé et son visage n'était pas comme celui des autres personnes. Mais savez-vous quoi? Il avait le plus grand et le plus gentil des cœurs de tout Paris. Quasimodo vivait tout en haut des tours de Notre-Dame avec les cloches. Il y en avait des grandes, des petites, des graves et des aiguës. Il les connaissait toutes par leur nom: Marie, Jacqueline, Gabrielle. Et quand il les faisait sonner ensemble, c'était la plus belle musique de tout Paris. Les oiseaux venaient l'écouter et même les nuages semblaient danser au rythme des cloches. Quasimodo avait été élevé par Claude Frollo, un homme sévère qui travaillait à la cathédrale.
Depuis qu'il était tout petit, Frollo lui avait toujours dit que les gens du dehors étaient méchants et qu'il devait rester caché dans les tours pour sa sécurité. Alors Quasimodo n'osait jamais descendre voir le monde. Il passait ses journées à s'occuper des cloches et à regarder la ville depuis sa fenêtre. Un jour, c'était la grande fête des fous dans les rues de Paris. Tout le monde dansait, chantait et s'amusait. Il y avait des jongleurs, des musiciens, des marchands de friandises et des saltimbanques partout. Quasimodo regardait par sa fenêtre et il avait très envie de descendre. Il voyait tous ces gens heureux et il rêvait de les rejoindre. Alors, pour la première fois de sa vie, il prit son courage à deux mains et descendit de sa tour. Dans la foule joyeuse, il vit la plus gracieuse des danseuses, elle s'appelait Esmeralda. Et elle dansait avec sa petite chèvre blanche nommée Djali. Esmeralda portait une robe colorée qui virevoltait quand elle tournait et ses pieds semblaient voler au-dessus du sol. Elle était non seulement belle, mais aussi très gentille avec tout le monde quand elle vit que les gens se moquaient de Quasimodo à cause de son apparence différente. Elle n'a pas peur du tout, au contraire, elle lui sourit de son plus beau sourire et lui donna de l'eau fraîche quand il avait soif. Elle lui parle doucement et lui dit qu'elle trouvait sa musique des cloches merveilleuses. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un était vraiment gentil avec Quasimodo. Son cœur se remplit de joie et de reconnaissance. Il devint le meilleur ami d'Esmeralda et de sa petite chèvre Djali. Mais Claude Frollo était très en colère de voir cette amitié. Il ne voulait pas que Quasimodo ait des amis ou qu'il soit heureux dans sa méchanceté. Il essaya de faire du mal à la gentille Esmeralda. Heureusement, Quasimodo était non seulement bon, mais aussi très fort et très courageux. Il protégea son amie précieuse et la cacha dans la cathédrale Notre-Dame, où elle serait en sécurité. Pendant qu'Esmeralda se reposait dans la cathédrale, Quasimodo lui faisait visiter son monde merveilleux. Il lui montra toutes ses cloches, lui expliqua leurs différents sons et lui apprit même à faire sonner les plus petites. Esmeralda, à son tour, lui apprit quelques pas de danse et même Djali la chèvre participait en sautillant joyeusement. Quasimodo apprit quelque chose de très important grâce à son ami. Ce qui compte, ce n'est pas d'être beau à l'extérieur, mais d'avoir un bon cœur rempli d'amour. Et même les enfants venaient jouer avec lui, et quand il faisait sonner les cloches de Notre-Dame, ce n'était plus par solitude, mais pour célébrer l'amitié, la bonté et tous les moments de bonheur partagés. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jack. La mère dit à son garçon d'aller vendre leurs vaches. Jack rencontra un étrange personnage qui lui dit « Donne-moi ta vache et ces 5 haricots seront à toi. » « Vous vous moquez de moi » s'écria Jack. « Ces haricots sont magiques. » À l'idée de posséder une plante magique, Jack accepta. Sa mère se mit en colère. « Es-tu fou, mon fils? C'est de l'argent qu'il nous fallait. » Elle jeta les graines par la fenêtre et envoya Jack se coucher. Le lendemain matin, une immense plante avait poussé devant la fenêtre. Il se dit que ces haricots étaient vraiment magiques. Il escalada les haricots géants jusqu'au ciel. Il découvrit un château qui semblait flotter sur les nuages. Il frappa à la porte. Une très vieille femme lui ouvrit. « Que fais-tu là ?» lui demanda-t-elle. « Je me suis perdue et j'ai faim, dit Jack. Entre, je te donnerai un peu de mon lait, mais mon mari est un ogre très cruel. S'il arrive, cache-toi bien vite. » Jack entendit la porte grincer et une grosse voix s'écrier « Ça sent la chair fraîche ici. » Jack se précipita dans le four pour s'y cacher.
Les enfants sont entrés dans mon château. Continua l'ogre, non mon cher mari, tenez, croquez plutôt ce bon gigot. L'ogre dévora son repas avec appétit. Il compta ensuite ses pièces d'or, puis il finit par s'endormir. Jack sortit doucement de sa cachette, remplit une bourse de pièces, s'échappa. Il retourna auprès de sa mère et lui dit: regarde ce que je t'ai rapporté. Tu vois, les haricots étaient bien magiques. Jack lui raconta alors toute l'histoire. La veuve remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Tous deux vécurent des jours heureux. Au bout de quelques mois, il n'y eut plus de pièces dans la bourse. Jack décida de retourner au château. Il grimpa à nouveau jusqu'au sommet du haricot géant. Jack et le haricot magique, il se cacha encore dans le four. L'ogre arriva avec une poule dans les bras. Il la posa sur la table. Jack vit que la poule pondait des œufs en or. Il s'en empara. Au voleur, au voleur, criait l'ogre, mais Jack était rapide et il réussit à sauver. Sa mère l'attendait et lui dit: n'as-tu volé que cette pauvre poule à 10 sous? Attends un peu et tu ne seras pas déçu. La poule ne tarda pas à pondre un bel œuf tout en or. La veuve remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Tous deux vécurent des jours heureux grâce à la poule et à ses œufs. Mais Jack se sentait de plus en plus triste. Il s'ennuyait et n'avait qu'une envie: retourner dans le château de l'ogre. Jack escalada le haricot géant. Il entra par la porte qui était restée entr'ouverte et se cacha dans un grand chaudron. L'ogre arriva. Il alla chercher une harpe en or au son de la douce musique. L'ogre s'endormit. Jack sortit de sa cachette sans bruit et déroba la harpe qui se mit à crier: maître, réveille-toi, voilà qu'on me vole. L'ogre poursuivit l'enfant, mais Jack se précipita dans les branches du haricot géant et arriva jusqu'à terre. Regarde ce que j'ai apporté, cria-t-il à sa mère. Soudain, un bruit énorme se fit entendre. L'ogre descendait le long de la tige. Jack prit une hache et abattit le haricot géant. La plante s'écroula et écrasa. L'ogre dans sa chute. Jack ne pouvait plus escalader la tige, mais grâce aux œufs d'or et à la harpe, sa mère et lui vécurent à jamais heureux. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclair et tonnerre, cascade de pluie que c'en était effrayant. On frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie? Par ce temps, l'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien.
Elle alla dans la chambre à coucher, retira la literie et mit un petit poisse au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit poisse et par-dessus elle mit encore 20 édredons en plumes d'édard. C'est là-dessus que la princesse devrait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. Affreusement mal, répondit-elle. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisqu'à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'édard, elle avait senti le petit poisse. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince l'a pris donc pour femme sûre, maintenant n'avoir une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Coucou les amis! Aujourd'hui, on va suivre les aventures de 3 petits pingouins très rigolos. Et il y a Pi, le plus curieux, Pop, qui adore glisser, et Pat, le plus prudent. Un beau matin, le soleil brillait sur la banquise, transformant la glace en un miroir étincelant. Pip a regardé ses amis et a dit: et si on partait en randonnée aujourd'hui? Une grande aventure. Pop a sauté sur place et a crié: oui, une super glissade d'aventure. Et Pat, après avoir regardé partout, a hoché la tête: d'accord, mais on reste bien ensemble. Et hop, nos 3 amis pingouins se sont mis en marche. Ils marchaient en se dandinant, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite. C'était très amusant. Soudain, ils ont vu quelque chose de gros et de blanc au loin. Oh là là, qu'est-ce que c'est? A chuchoté Pop. C'était un phoque, un gentil phoque qui se prélassait au soleil. Le phoque les a regardés et a fait un clin d'œil. Bonjour les pingouins, belle journée pour une balade, a-t-il dit en agitant sa nageoire. Bonjour monsieur phoque, Qu'on répondent les pingouins en chœur, puis ils ont continué leur chemin. Le vent a commencé à souffler un peu plus fort. Des petits flocons de neige ont commencé à tomber tout doucement comme des plumes. Oh, il neige, a dit Pat en essayant d'attraper un flocon avec son bec. Bob, lui, a trouvé ça génial. Il s'est laissé glisser sur une petite pente de neige fraîche. Pip regardait les flocons avec de grands yeux. C'est comme si le ciel nous envoyait des bisous de neige, a-t-il dit. Ils ont continué à marcher et la neige s'est arrêtée. Le ciel est redevenu bleu, mais l'air était plus frais. Et là, qui ont-ils vu perché sur un rocher de glace? Un oiseau avec de grandes ailes blanches. C'était un albatros. L'albatros les a salués de haut. Vous allez loin, petits explorateurs, a-t-il demandé avec une voix douce. On découvre le monde, A répondu Pip fièrement. L'albatros a souri et s'est envolé en leur souhaitant bonne route. Alors qu'ils s'approchaient du bord de la banquise, ils ont entendu un grand splash. Et qui ont-ils vu sauter hors de l'eau? Une baleine, une énorme baleine bleue, si grande et si belle. Elle a soufflé un grand jet d'eau par son évent, comme une fontaine. Les pingouins étaient émerveillés. Wouh! Ont-ils fait tous ensemble? La baleine leur a fait un petit signe de la queue avant de replonger.
Le soleil commençait à descendre doucement dans le ciel, peignant la glace de couleur rosière ou orange. Je commence à avoir un peu faim, a dit Pop en se frottant le ventre. Et moi je suis un peu fatigué, a ajouté Pat en bâillant. Pip a regardé autour de lui. C'était une super aventure les amis, mais je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Alors nos 3 courageux pingouins ont fait demi-tour. Ils ont repensé aux gentils phoques, aux jolis flocons de neige, aux majestueux albatros et à l'incroyable baleine. Quand ils sont enfin arrivés chez eux, ils étaient fatigués mais tellement heureux. Ils se sont blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. C'était la meilleure randonnée de toutes, a dit Pop. Oui, a dit Pat, et on est restés bien ensemble. Pip a souri. Et demain, on recommence? Mais pour l'instant, c'était l'heure de se reposer et de rêver à toutes les merveilles qu'ils avaient vues. Et vous les amis, quelle a été votre partie préférée de l'aventure des pingouins? À bientôt pour de nouvelles histoires. Il était une fois dans un pays chaud et lointain d'Orient, un garçon nommé Aladin. Il vivait modestement dans une petite maison en pierre avec sa maman. Ils étaient pauvres, très pauvres, mais ils riaient souvent, ils s'aimaient fort et malgré tout Aladin rêvait. Il rêvait d'aventures, de voyages, de mers lointaines et d'amitié. Il voulait voir le monde, devenir quelqu'un de bien. Un jour, alors qu'il jouait dans les ruelles du marché, un homme étrange l'aborda. Il portait une longue cape noire brodée de fils d'or. Et sur sa tête, un turban immense comme on n'en voyait jamais en ville. L'homme sourit, tendit la main et dit d'une voix douce: « Aladin, je suis ton oncle, tu ne me connais pas encore. Mais je veux t'aider, suis-moi. » Aladin hésita, puis accepta. Il suivit l'homme à travers les dunes, loin, très loin de la ville. Ils marchèrent longtemps, sous le soleil brûlant. Enfin, l'homme s'arrêta devant un rocher. Il leva les bras, marmonna des mots étranges. Et soudain, le sol trembla, une trappe s'ouvrit, un escalier descendait dans l'ombre. Descends là-dessous, dit l'homme, au fond tu trouveras une lampe, ramène-la moi, elle est très spéciale. Et si tu m'obéis, tu deviendras riche. Aladin hocha la tête, il descendit lentement, les marches étaient froides, l'air devenait humide quand il arriva au fond. Il resta bouche bée. Tout brillait autour de lui, des piles d'or, des coffres remplis de bijoux, des rubis, des diamants, des pièces anciennes. Mais au fond de la grotte, posée sur une marche, une petite lampe toute sale, sans éclat, presque invisible. Il s'en approcha, il la prit, puis il remonta l'escalier, la lampe serrée contre lui. Mais en haut, l'homme avait changé de visage, son regard était dur, son sourire avait disparu. Donne-moi la lampe, dit-il en tendant la main. Non, aidez-moi d'abord à sortir, cria Aladin. L'homme se fâcha, il frappa le sol, la trappe se referma, tout devint noir. Aladin était piégé, il resta là longtemps, il avait peur, il avait faim, il s'assit et observa la lampe. Elle était couverte de poussière. Alors, il la frotta, juste pour la nettoyer. Pouf! Un nuage immense de fumée jaillit. Une voix grave résonna. Bonjour, maître! Je suis le génie de la lampe, que désires-tu? Aladin n'en croyait pas ses yeux. Le génie était immense, bleu, rigolo, avec un turban qui flottait dans les airs. Aladin hésita, puis dit timidement: Je veux sortir d'ici. Le génie claqua des doigts, et en un clin d'œil, Aladin se retrouva
chez lui. Sa maman le serra dans ses bras, il lui raconta tout, et bientôt, grâce au génie, leur vie changea. Ils construisirent une grande maison, ils distribuèrent de la nourriture aux voisins, ils aidèrent les enfants du quartier. Aladdin restait simple, mais il devenait un jeune homme courageux et généreux. Un matin, Au marché, il croisa une jeune fille. Elle riait avec les marchands, elle caressait les enfants. Elle portait un voile fin et marchait sans garde. C'était la princesse Jasmine. Elle s'était échappée du palais pour voir la vraie vie. Aladdin la trouva merveilleuse, il demanda au génie de l'aider à lui parler. Le génie transforma ses habits, il lui donna un cheval magnifique. Aladdin alla au palais. Jasmine le reconnut, elle fut curieuse. Ils parlèrent longtemps et peu à peu, ils devinrent amis, puis amoureux. mais loin de là, dans une caverne perdue, le sorcier préparait sa revanche. Car oui, ce soi-disant oncle, c'était lui. Il savait que la lampe était magique et que maintenant Aladdin l'avait. Alors il se déguisa en vieux marchand, il prit un sac rempli de lampes brillantes. Il s'approcha du palais et cria: des lampes neuves contre vos vieilles lampes, échange gratuit. Jasmine, gentille et généreuse, accepta. Elle tendit la vieille lampe poussiéreuse. Le sorcier sourit. Dès qu'il fut loin, il frotta la lampe. Le génie apparut et le sorcier ordonna: emmène-moi le palais avec la princesse dedans. En une nuit, tout disparut. Au matin, les habitants étaient sous le choc. Le palais avait disparu, Jasmine aussi. Personne ne comprenait. Mais Aladdin, lui, savait, et il ne perdit pas courage. Il partit seul sans dire un mot. Il traversa des forêts, des rivières, des montagnes, des tempêtes de sable. Il marcha des jours et des nuits, et un soir, au milieu du désert, il vit le palais, posé là comme un mirage. Il attendit que le sorcier dorme, puis il entre en silence. Il retrouva Jasmine endormie, enfermée. Il s'approcha de la lampe, il la reprit, il la frotta vite, très vite. Génie, ramène-nous au palais et débarrasse-nous du sorcier. Ouf. Le sorcier disparut à jamais, le palais apparut dans la ville. Les gens crièrent de joie. Depuis ce jour, Aladdin cache la lampe et il ne l'utilise presque jamais, car il a compris une chose essentielle: ce ne sont pas les souhaits qui rendent la vie belle, ce sont le courage, la générosité et l'amour. Salut mon ami. Tu croyais que c'était la fin? Moi, c'est le génie. Et toi, quels sont tes souhaits? Malheureusement, il n'y a pas de lampe magique dans ton monde à toi. Mais si tu travailles bien à l'école, que tu écoutes bien tes parents, alors il n'y a aucune raison que tes rêves ne se réalisent pas. À très bientôt sur cette chaîne. Il y a plein d'autres belles histoires qui t'attendent, comme les 3 petits cochons, le bossu de Notre-Dame, ou encore Jack et le haricot magique. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer.